Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change pour rester à l'écoute des marchés chaque jour, du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct, à la télévision, via vos box, émission que vous retrouvez bien sûr chaque soir dans la foulée en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, la suite des nominations du cabinet de Donald Trump avec un nom très attendu qui dirigera le Trésor américain. Deux hommes vont passer un grand entretien aujourd'hui face à Donald Trump. Il s'agit de Kevin Warsh, ancien gouverneur de la Réserve fédérale américaine, et un profil différent qui est celui de Mark Rowan, pardon, je m'en mêle les pinceaux après tous les noms qui ont circulé. Mark Rowan, qui est un des cofondateurs d'Apollo Global Management, une des principales firmes de private equity dans le monde. Donc un profil d'économiste, un profil de financier. Deux hommes qui, correspondent bien plutôt à la logique de Wall Street aujourd'hui. On verra si le choix se fait déjà parmi ces deux personnalités et si le choix peut être annoncé rapidement. On a vu Trump nommer assez facilement tout un nombre de secrétaires, que ce soit le secrétaire d'État, le secrétaire à la Défense, etc., etc. Le choix du Trésor semble mériter un peu plus d'attention et évidemment, en arrière-plan, il y a la question fiscale, budgétaire d'un nouveau mandat de Donald Trump après un mandat Biden qui aura été déjà particulièrement dépensier sur le plan budgétaire américain. Discussion à suivre sur ce sujet avec nos invités dans un instant. En attendant, évidemment, le grand rendez-vous de ce soir qui pourrait être un marqueur de tendance important pour les prochaines heures, les prochains jours, voire les prochaines semaines. On parle bien sûr des résultats de Nvidia. Nvidia qui a déjà vu son cours de bourse s'envoler ne serait-ce que de 5% sur la seule séance d'hier et qui est proche de ses sommets historiques dans l'attente de cette publication après la clôture américaine ce soir. Et nous continuerons de parler des États-Unis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse avec notre quart d'heure américain un peu décalé cette semaine. Nous retrouverons ce soir Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain, à partir de 17h45 pour faire le point justement sur les dernières annonces de nomination, notamment pour le cabinet, le futur cabinet et l'administration de Donald Trump qui s'installera à partir de janvier prochain. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Bon, séance assez neutre en termes de tendance, plutôt calme effectivement aujourd'hui. Oui, en l'absence d'événements majeurs avant ce soir, les bourses européennes reculent. Le CAC 40, qui était en légère hausse ce matin, repart finalement en légère baisse, toujours autour des 7200 points. Et ce soir, évidemment, les investisseurs attendent la publication trimestrielle de Nvidia. Le marché table sur des ventes à hauteur de 33 milliards de dollars au troisième trimestre. Bon, au-delà des indices actions en Europe, effectivement, qui ne font pas grand-chose, que dire des autres marchés, à commencer par le marché obligataire, Pauline ? Le rendement de l'obligation américaine à 10 ans remonte aujourd'hui d'environ 10 points de base après l'épisode d'hier, entre 4,40 et 4,45%. En Europe, le rendement à 10 ans allemand reste stable, entre 2,35 et 2,40%. Cet écart pousse à nouveau l'euro-dollar à la baisse, en direction de 1,05. À noter également, le Bitcoin a atteint un nouveau record au-delà de 94 000 $. Parmi les statistiques macro du jour, les investisseurs ont pris connaissance de l'inflation britannique pour le mois d'octobre. Oui, elle repart à la hausse. Elle augmente de 2,3% sur un an en octobre, après 1,7% en septembre. Sur un mois, elle accélère de 0,6%. L'inflation cœur, hors alimentation et énergie, progresse de 3,3% sur un an, un petit peu au-delà des attentes. Et puis le rattrapage des salaires se poursuit en zone euro avec même une accélération de la croissance des salaires pour le troisième trimestre. Oui, selon des données publiées aujourd'hui par la BCE, le marché du travail de la zone euro reste tendu. La croissance des salaires négociés progresse de 5,4% au troisième trimestre, après 3,5% le trimestre précédent. Et puis, côté entreprise, quelques publications de poids lourds américains dans le secteur du retail, avec aujourd'hui Target, et Target qui rate complètement les attentes. Le titre Target signe une chute spectaculaire. Oui, après le bon élève Walmart hier, c'était donc au tour de Target de rendre sa copie, mais l'entreprise est sanctionnée. Pendant que Walmart clôturait sur un record après ses résultats, son concurrent Target déçoit les investisseurs avec des prévisions négatives pour la fin d'année et fait état de résultats inférieurs aux
attentes. Le titre ouvre donc en très forte baisse de plus de 20% à Wall Street. Une autre chute à signaler aujourd'hui sur le marché parisien. Cette fois, elle est signée Elior. Oui, pourtant, le groupe de restauration publie des chiffres solides au titre de son exercice 2023-2024. Le groupe dépasse les attentes pour le chiffre d'affaires et pour la marge. Mais ce qui déçoit les investisseurs, ce sont les prévisions. Le titre est lourdement sanctionné et plonge de plus de 25%. On notera également dans le reste de l'actualité STMicroelectronics qui ajuste et décale même ses objectifs financiers de 3 ans. Oui, l'entreprise de semi-conducteurs a annoncé lors de sa journée investisseur aujourd'hui décaler ses prévisions de chiffre d'affaires et de marge d'exploitation, initialement prévues pour 2027 à 2030. Le titre est à l'équilibre après avoir déjà perdu 50% depuis le début d'année. Bon, qu'est-ce qui est au programme demain pour les investisseurs sur les marchés, Pauline ? Ils regarderont l'indice de la fête de Philadelphie pour le mois de novembre et toujours aux États-Unis, ils prendront aussi connaissance de l'indicateur avancé du Conference Board du mois d'octobre. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Xavier Deburen est avec nous, le directeur des investissements d'OTA Capital. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. François Cabot nous accompagne, économiste zone euro chez AXA IM. Bonsoir François. Bonsoir Grégoire. Et Nicolas Leprince, gérant multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management, est également avec nous. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Commençons par la nomination attendue au Trésor américain. Je ne sais absolument pas si on aura ce choix de Donald Trump annoncé dans les prochaines heures ou les prochains jours. En revanche, ce que nous indiquent les médias américains, c'est que Donald Trump reçoit aujourd'hui, normalement, en entretien, deux personnalités du monde des affaires. Je le disais, le cofondateur d'Apollo Global Management, firme de private equity, Mark Rowan, et un ancien gouverneur de la Réserve fédérale américaine, qui lui aussi est un prétendant effectivement au Trésor américain, Kevin Warsh. Quand je vois quand même le temps qui est pris, l'attention qui est mise pour le choix de ce prochain secrétaire au Trésor américain, Nicolas, je me dis que oui, il y a quand même un sujet concernant le budget, la fiscalité, la dérive des dépenses publiques ou à minima la trajectoire des finances publiques américaines. Trump a nommé assez facilement un ministre de la Défense, un ministre des Affaires étrangères, un ministre de la Justice. Pour le secrétaire du Trésor, il semble quand même mettre un peu plus de temps et d'attention. Il y a un sujet lourd derrière, visiblement, Nicolas. C'est-à-dire que Donald Trump a avec lui le Parti républicain. On voit qu'ils ont eu ce qu'on appelle le Red Sweep, c'est-à-dire qu'au Congrès et au Sénat, il faut bien avoir en tête que le secrétaire au Trésor doit passer au Sénat et doit être confirmé au Sénat. Donc même si les républicains sont bien avec Trump, il faut quand même qu'il passe, qu'il ne soit pas trop extrême dans certaines de ces discussions. On a vu avec Kevin Warsh qu'il avait c'est très bien, il est passé par la Fed, il a le très bon pédigré, mais il n'a peut-être pas fait les bons articles en 2018 sur les tarifs. Donc ce qu'il faut, c'est aussi nommer des personnes dans l'administration Trump qui vont pas compatibles, mais compatibles avec la politique économique que Trump veut faire et pour autant être passés au Sénat et passés aux fourches codines de gens qui ne sont pas aussi agressifs que Trump. Donc ça prend du temps, ça va quand même dans le sens d'une administration qui est très bien orientée sur les thèmes de campagne, sur l'immigration, sur les tarifs, sur le renouvellement des tax cuts en fin 2025. Donc ça prend du temps, mais les marchés financiers ne se trompent pas. Je pense qu'on va appliquer le plan Trump. Ah, d'accord. La logique, c'est ça. C'est quand même que, vu les marges de manœuvre qu'il a, avec sans doute l'idée qu'il ne se représentera pas pour un second mandat successif, il y a l'idée qu'il a 2 ans devant lui jusqu'au mi-terme et qu'il va vouloir utiliser ce temps pour avancer le plus vite et le plus loin possible. Voilà. Ça, c'est une conviction que vous avez. C'est des convictions sur les choses qu'il peut faire relativement simplement, avec des executive orders, sans avoir besoin de trop négocier. On sait que le sujet de l'immigration, c'est quelque chose qu'il va vouloir régler assez rapidement. Ça a assez peu d'impact sur le budget directement. Il peut le faire assez facilement, assez directement. Tout ce qui rentre sur le budget, ça va être un petit peu plus compliqué parce que le point de départ est déjà d'un déficit qui se situe entre 7 à 8% du PIB. Quand on prend les projections du CBO, le coût de la dette est extraordinaire maintenant aux États-Unis. On sait que c'est le premier poste de dépense, que ça va continuer à exploser, que la dette sur PIB aujourd'hui autour des 105-110% aux États-Unis va aller a priori assez facilement à 135%, donc va dépasser l'Italie.
du PIB dans les années qui viennent. Donc, à ce rythme-là, il va bien falloir essayer de faire rentrer de l'argent dans les caisses. Alors, peut-être que les tarifs sont un moyen de faire rentrer de l'argent dans les caisses, mais... Est-ce que ce sera suffisant ? C'est-à-dire, surtout si en face de ça, il y a la prolongation, la reconduction des tax cuts, des baisses d'impôts, etc. Ça paraît compliqué parce que l'économie américaine croît au-dessus de son potentiel depuis 2 ans. Depuis 2 ans, on a une croissance réelle, une croissance nominale aux États-Unis. La croissance nominale aux États-Unis, en moyenne, par trimestre, sur les 2 dernières années, c'était 5,5 ou 6%. On était sur la croissance potentielle réelle aux États-Unis, c'est aux alentours de 2%. Là, on est sur des rythmes qui sont plus proches de 3% depuis les 2 dernières années. Donc on voit bien que l'économie américaine elle vit sur une richesse qui vient des marchés financiers, qui vient des tax cuts. On a du mal à se dire qu'ils peuvent continuer comme ça. Et ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est que l'économie s'accroît parce qu'on augmente l'accélérateur. C'est-à-dire, plus on appuie sur le déficit, plus on accélère. Là, on est à 7-8%, on a bien accéléré ces dernières années, mais si on ne va pas à 8, 9, 10%, on n'accélère plus par rapport aux années passées. Donc on n'accélère plus, donc on ne génère plus de nouveaux revenus supplémentaires. Voilà. François, est-ce qu'il faut croire Donald Trump ? Il va faire ce qu'il dit. Jusqu'où est-ce qu'il va faire ce qu'il dit à l'occasion de ce nouveau mandat, et notamment dans la période ou des 100 jours ou des 2 premières années jusqu'aux élections de mi-mandat ? Ouais, je crois qu'effectivement, il y a un agenda qui est très serré. On a à peine 2 ans, effectivement, en tout cas pour lui, pour déployer son agenda. Là-dessus, je suis en ligne avec ce que disait Nicolas. Il y a vraiment une séparation, entre guillemets, de l'agenda sur, d'une part, ce qu'il peut faire à peu près tout seul, c'est-à-dire du côté de l'immigration et du côté des tarifs, et sur quoi il peut aller relativement vite, vis-à-vis de ce qu'il peut faire sur la question budgétaire, et probablement d'où effectivement le temps qu'il met pour trouver l'équilibre qu'il a trouvé là-dedans. Ce qui est intéressant dans comment est-ce que cet agenda va effectivement se nourrir et s'organiser, c'est que les marchés ont fait leur pari. Et que le pari, c'est que le fiscal va venir tout de suite. C'est qu'on va continuer à avoir une alimentation de la croissance américaine extraordinaire, effectivement, comme l'a été justement rappelé, et qu'on va vivre sur ce goût sucré de l'économie américaine alimentée au déficit. Et là-dessus, il y a quand même... Ça, c'est quoi ? C'est la hausse des actions qui nous dit ça, c'est la hausse notamment, des taux aussi. Et la hausse des taux aussi. C'est une décomposition du taux 10 ans entre les break-even et le taux réel. C'est effectivement le taux réel qui monte plus qu'autre chose. Donc là-dessus, on sent quand même bien qu'il y a un pari qui est fait et qui est vraiment de l'ordre du pari, parce qu'on va se rendre compte dans les prochains jours si effectivement, à la fois cette nomination et cette orientation budgétaire va effectivement pour être déployée dans les premiers instants. Et ça reste largement à confirmer et qui pourrait donner lieu effectivement à un découplage, ou en tout cas un revirement des 10 Trump trades qui ont été mis en place en amont de l'élection. Donc là, effectivement, rester sur ses gardes vis-à-vis de cette nomination-là. Il pourrait effectivement lâcher un peu sur la partie budgétaire, ou est-ce que ça lui coûterait politiquement dès le départ de lâcher sur cette question de la fiscalité et des baisses d'impôts notamment, qu'il avait lui-même mis en place dans son premier mandat. Je note aussi dans le côté un peu people que le leader des Républicains au Sénat, John Thune, est pas franchement un Trumpiste de la première heure. Voilà. Et qu'on voit déjà effectivement ces quelques voix de conservateurs budgétaires traditionnels, en tout cas mettre en place un certain nombre de personnalités pour peut-être tenir tête à l'agenda Trump sur ce point-là. Sur la fiscalité, comment vous voyez les choses se mettre en place ? Est-ce que le marché va tout de suite mettre une limite à Trump, ou est-ce que Trump va avoir quand même l'envie et peut-être la possibilité de remettre de l'huile ou du fuel, du carburant dans la machine, quoi. Je pense que très clairement, il en a envie. Après, ce qu'il va effectivement être capable, je pense qu'effectivement, on voit l'équilibre qui est en train de se générer là, avec effectivement le représentant des Républicains qui est à priori beaucoup plus modéré que lui-même. Je pense qu'il y a effectivement... sans rentrer dans les détails, 2 sujets clés. D'une part, le fait qu'on a quand même le debt ceiling qui arrive le 1er janvier 2025. Et oui, plafond de la dette. Des bonnes vieilles considérations reviennent régulièrement aux États-Unis et qui va remettre sur la table ce sujet-là budgétaire sur lequel il va falloir quand même gérer pour cette nouvelle administration, d'une part. Et d'autre part, le fait que la nécessité de passer par les chambres, autant soit-elle dans son camp, reste
on va dire, chronophage. Ouais. Et donc, du coup, il y a quand même un équilibre à trouver là-dedans sur cette idée-là. Et là, encore une fois, ce qui m'inquiète, au-delà de ce qu'il va effectivement faire, parce qu'on est dans l'incertitude, c'est le positionnement très clair des marchés qui ont fait le pari on va continuer, et c'est ce qu'on va voir. Et là, moi, je resterai plus mesuré, parce que c'est effectivement, comme on l'évoque à l'instant, un sujet beaucoup plus délicat, qui recèle beaucoup plus de dimensions que simplement qu'est-ce que peut faire Trump et les républicains. Il y a d'autres éléments qui sont à l'œuvre et qui vont a priori prendre plus de temps. Bon, la partie budgétaire implique notamment la Chambre des représentants, hein, c'est ça, c'est à la Chambre des représentants que ça se joue, et le débat sur le plafond de la dette a souvent été l'occasion de mélanger plusieurs dossiers de négociation au Congrès. Xavier, comment vous regardez Trump, l'éléphant dans la pièce, bien sûr, ce qu'il a déjà apporté au marché depuis une dizaine de séances maintenant, et où est-ce que vous voyez les limites peut-être de la doctrine Trump telle qu'elle est comprise par nous aujourd'hui ? Alors c'est vrai que quand on regarde les performances des marchés depuis l'élection de Trump, c'est sans appel. On a un marché américain qui est en dollars en hausse entre 7,5 pour le S&P et le Dow Jones et 8,5 pour le Nasdaq, quand dans la même période, on a l'Europe qui recule de 1,5. Donc là, le biais, il a été très clair. Quand on regarde un peu plus en détail ce qui a fait cette performance, c'est aussi toute la partie cyclique, et qui montre bien que les investisseurs, les chefs d'entreprise, etc., sont très confiants sur le cycle à venir, et donc sur tout ce que va mettre en place Trump. Après, les limites qu'on peut avoir, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit d'un point de vue interne, politique, etc. Il y a quand même un élément, notamment sur la partie des taxes. Quand on regarde aujourd'hui les importations américaines, c'est un peu plus de 3 trillions de dollars, on va dire. La Chine, c'est 18%. Vous avez le Canada et le Mexique, c'est 14% chacun. Donc, c'est des voisins qui sont stratégiques et donc quand même très, très importants dans l'écosystème, dans l'écosystème américain. Ensuite, on retrouve l'Allemagne à 5%, le Japon à 4,5% et puis la France à 1,6%. Mais tout ça pour dire que ça va quand même sans doute être du cas par cas. Trump, évidemment, ne peut pas se passer du Mexique dans toute sa logique de réindustrialisation, etc. Le Mexique est vraiment un élément très important. Le Canada, de la même façon. Donc, c'est pas juste on appuie sur un bouton, on impose des hausses de taxes à tout le monde. Et ça va certainement être dans un échange qui va se faire sans doute au cas par cas. Il y aura très certainement sous le projecteur la Chine, etc., qui vont être un petit peu exemples. Mais donc c'est pas aussi facile que ça. Maintenant, il est très clair que la direction, et puis d'ailleurs le profil des candidats au Trésor est quand même très marqué économie, private equity, Wall Street. Oui. Donc ça montre bien là aussi la tendance et le sens dans lequel veut aller Trump dans ce cas-là. Ouais. J'ai toujours en tête que son indicateur préféré pour vanter son succès permanent, c'était le Dow Jones, quoi. Non mais enfin, on peut pas faire plus simple, hein. Donc, non, mais à un moment, est-ce qu'il n'y aura pas des contradictions justement entre son agenda, la doctrine qu'il veut mettre en place et sa capacité à maintenir un Dow Jones, j'allais dire, au plus haut, ou en tout cas positif pour des fonds de pension et bien sûr que des ça va actionnaires pas américains. Aussi simple que cela. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est quand on lit un certain nombre de choses sur la mise en place de ce programme Trump, on met beaucoup en avant l'inflation, le dérapage du déficit, etc., mais sans réellement parler de l'impact positif que la baisse d'impôts des sociétés va avoir sur le marché américain, qui évidemment est bien drivé, on le sait, est bien conduit par la croissance des bénéfices par action. Et c'est clair que revenir sur des taux d'imposition aux alentours de 15% pour les sociétés américaines, ça va être une manne de croissance des bénéfices qui va être extrêmement importante pour les entreprises et donc pour les investisseurs sur les marchés américains. Et dans le contrepoids de dire que les marchés américains sont chers, eh bien, si on a une croissance des bénéfices qui monte, on va pouvoir maîtriser la valorisation du marché américain. Donc, c'est vraiment bien sûr, tout ça est un cercle vertueux, entre guillemets. Il y aura des embûches, ça ne va pas se faire évidemment d'une traite, mais la direction, encore une fois, est assez claire.
C'est-à-dire que s'il faut admettre que, je sais pas, s'il faut accepter que les taux soient à 5% ou plus, est-ce que les bénéfices, les BPA supplémentaires pour les entreprises américaines, est-ce que ça se valorise de la même manière pour autant, quoi ? C'est tout l'enjeu. Ouais. C'est tout l'enjeu. Et c'est difficile, il va falloir trouver cette espèce d'équilibre entre effectivement une croissance américaine qui est bien au-dessus de sa croissance normative. Et donc, voilà, ça va être cet enjeu-là. Pour l'instant, on voit que les taux américains ont bien remonté, et puis il y a toujours pas mal de volatilité sur les taux américains. Ça n'empêche pas les indices actions américains de monter. Les ressources tirées des tarifs, la création du Doge, conseillé par Elon Musk, qui veut sabrer 2000 milliards de dépenses fédérales, ça peut compenser le coût, la dépense fiscale de baisse d'impôts supplémentaires ou de baisse d'impôts prolongés. Ça peut compenser aussi le coût peut-être d'une immigration moins abondante, voire dont les flux nets se renverseraient, François ? Ou c'est quand même un chemin de crête très fragile ? Ouais, c'est un chemin de crête très compliqué, parce que c'est vrai que 2000 milliards à trouver en économie, c'est vraiment... pour dire les choses plus simplement, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une remise en question, une réforme structurelle du système de sécurité sociale américain, parce que c'est là où vous avez 3,5 trilliards qui sont là, et c'est là où il faut, c'est là entre guillemets où il y aurait le gras, s'il y a un gras à toucher. Quand vous regardez la ventilation des dépenses, donc voilà, parce qu'il peut y avoir l'efficacité qui peut être trouvée dedans, pourquoi pas, mais en tout cas, ça paraît plutôt être là, et ça paraît plutôt être compliqué, parce que c'est vrai que nous, avec nos yeux d'Européens, on se dit déjà que c'est déjà très compliqué pour eux. Donc là-dessus, c'est un filet assez léger, quoi. C'est un fil léger, et après à voir combien est-ce qu'il peut éventuellement obtenir de la part des tarifs. Mais je suis assez d'accord avec ce qui était dit juste avant, c'est-à-dire que on part de quelque chose d'une couverture, on va dire, de 10%, 60%. On va probablement arriver à quelque chose de beaucoup plus bilatéral, beaucoup plus négocié, sans même parler des enjeux coïncidents, géostratégiques, géopolitiques qui sont en train de se discuter à l'heure où on se parle. Donc là-dessus, ça paraît quand même pour moi plutôt une équation compliquée à trouver, à en sortir par le haut, voilà, sans s'en remettre, comme ça a été jusque-là, à la planche à déficit qui, entre guillemets, malheureusement a fonctionné, mais ça paraît compliqué qu'elle puisse l'être tout autant dans les prochaines années. Ouais. Bon. Qu'est-ce que ça implique ? Gardez la parole, François, pour la Réserve fédérale américaine, là, dans ce jeu ou ce champ des possibles. Ça implique forcément une banque centrale américaine qui sera beaucoup plus sur la retenue que ce qu'elle prévoyait il y a peut-être encore quelques semaines ou quelques mois. C'est sûr, elle est déjà beaucoup plus sans qu'il ait commencé. Ouais. Donc c'est sûr que de ce point de vue-là, on a quand même un message qui a quand même beaucoup changé entre les 50 points de base de baisse de taux en septembre et les 25, et puis après on voit. Nous, dans notre scénario, on a encore les 25 points de base de décembre et on en a une en mars et on s'arrête là. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'on a à peu près 50 points de base plus haut que là où est le marché à fin 25. Et donc effectivement, c'est une Fed qui va être poussée à être plus au quiche, avec la question cyclique qui reste derrière, c'est-à-dire qu'on a quand même encore du mal à comprendre sa communication et le fondamental de la bonne santé de l'économie américaine. C'est-à-dire qu'on disait qu'on pouvait baisser facile de 50 en septembre, on fait 25 et là on se dit bon, c'est plus trop on va, alors même que Trump n'est à peine élu et on ne sait pas vraiment ce qu'il va faire. Donc là-dessus, quand on met les deux l'un dans l'autre, on se rend bien compte qu'effectivement, la Fed va rester plutôt sur des taux élevés et donc du coup, on s'engage vers une divergence assez importante, voire de plus en plus importante vis-à-vis des taux euros. Ça, parce que la BCE, elle, va peut-être devoir en faire plus ou accélérer. Oui, tout à fait. Et déjà sur une bonne trajectoire de baisse de taux. D'accord. Donc nous, on est à 2% en juin. Avec l'idée qu'on peut y aller soit plus vite, soit plus bas aux secondes parties, parce qu'effectivement, en fonction de tout ce que va développer Trump, tout ça est assez négatif et ce qui est assez bien pricé. Enfin voilà, dans les réactions de marché action, on se rend bien compte que tout ça,
On a du mal à quantifier exactement et avec le timing qui va avec, mais on se rend bien compte que l'Europe est dans une impasse dans sa situation cyclique et aussi plus structurelle, oui. J'allais dire même politique dans sa capacité à répondre avec les élections en Allemagne qui arrivent et puis une sorte de vacuum politique qu'il y a en Europe en ce moment. Donc c'est sûr que pour l'économie là c'est plutôt négatif et donc du coup la BCE se retrouve à être un peu le seul jeu en ville, si on peut s'exprimer ainsi, une nouvelle fois. Et donc du coup, la seule institution fédérale capable de prendre des décisions rapides face à un changement, effectivement. Exactement. Et donc du coup, dans une BCE qui va vers 2, ça c'est à peu près évident et clair. Mais si elle se retrouve à aller vers en dessous 2, donc elle est en territoire accommodant, notre point de vue, c'est qu'elle va plutôt être tentée d'y aller plutôt très vite, plutôt plus vite, avec l'idée on n'a vraiment pas envie d'aller en territoire négatif et de refaire du QI, donc autant prendre l'issue à bras-le-corps et d'aller baisser les taux plus vite, et donc du coup d'aller faire des 50, le cas échéant, si nécessaire, être beaucoup plus réactif pour éviter de retrouver dans cette situation de coin dans laquelle elle s'est retrouvée pendant 10 ans. Ça, c'est le point d'inflexion possible pour vous, ça, la Banque Centrale Européenne. Tout à fait. Avec un discours officiellement jusqu'à présent qui a toujours été porté par Isabelle Schnabel, mais qui a toujours été de dire, attention, plus on va se rapprocher du taux neutre à définir, plus il faudra être prudent. Ça, vous dites, cette logique-là, à un moment, elle peut changer quand même. Alors, tout à fait. D'accord. Elle tient jusqu'à ce qu'on aille à 2, mais si on devait aller en dessous de 2, je pense que là, on change d'équilibre et elle devrait aller beaucoup plus vite. Bon, qu'est-ce que ça implique pour les banques centrales? La Fed, évidemment, en premier lieu. Le tempo de la Fed va changer. Qu'est-ce que ça va impliquer pour vous, pour la Banque Centrale Européenne, Nicolas? Et que dit le marché de cette situation aujourd'hui, quoi? Le marché est dans le scénario de François. Dans le plan de François. Il est exactement dans ce scénario-là. Puisqu'en fait, on regarde les 5 prochaines réunions de la BCE. Il y a à peu près 125 BP qui sont pricés de baisse. Donc c'est 5 fois 25. C'est ça. Sauf que quand on regarde ce qui est pricé par les marchés, c'est qu'on fait plus que 25 dans les 3 premiers meetings et ensuite on fait moins que 25. Donc c'est-à-dire que le scénario, la direction vers on fait 25 à chaque meeting, mais il y a ce risque d'accélération plus fort parce qu'on fait... Il y a plein de scénarios dans lesquels la BCE devrait accélérer plus vite. C'est les salaires baissent plus vite, l'inflation baisse plus vite, Trump fait des actions beaucoup plus fortes. On voit bien que le mandat de la BCE, c'est pas la croissance, c'est pas l'emploi comme aux États-Unis. On sent bien que on prend les enquêtes de la Commission européenne sur l'emploi. On est quand même à part 2008, on n'a jamais été aussi bas dans les enquêtes d'opinion sur l'emploi, sur le futur de l'emploi. Donc on voit bien que dans les chiffres, le taux de chômage ne remonte pas en zone euro pour l'instant. Mais les indications qu'on voit en France, en Allemagne et même dans beaucoup de pays, Italie, Espagne, ça s'est quand même beaucoup calmé dans ces pays-là. Et en France et en Allemagne, ça va vraiment pas vraiment dans le bon sens. Donc ça, je pense que même si c'est pas dans le mandat de la BCE, ils le prennent beaucoup plus en compte. Mais ils ont ce regard. On aimerait bien qu'ils soient. Ils regardent un peu plus devant. On aimerait bien qu'ils soient un peu forward-looking. Je pense que les marchés, se trompent un petit peu. J'aimerais bien que la BCE soit beaucoup plus réactive et prenne le taureau à bras le corps et baisse peut-être de 50 BP, histoire de faire un petit peu un choc de confiance, quelque chose. Mais j'ai l'impression que dans le... Christine Lagarde le dit souvent, c'est plutôt une politique, elle est là pour faire du consensus, et j'ai l'impression que le consensus pour avoir une baisse de 50 BP à la BCE et faire un espèce de choc, elle l'a pas. On voit bien qu'il y a... Après la série des salaires négociés, ça va être encore plus compliqué. La Fed, il y a du leadership, il y a une direction qui est claire. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec François sur les États-Unis. Je pense qu'il y a eu du leadership. Ils ont baissé les taux de 50 BP en septembre. Ils ont baissé de 25 BP le 7 novembre dernier. Quand on prend le discours de Powell, en fait, il n'a pas changé de discours. Les chiffres ont changé dans le sens où la croissance est toujours plutôt bonne. Mais le discours sur l'inflation n'a pas changé. Pourquoi est-ce qu'ils ont baissé de 50 BP en septembre? C'est parce qu'ils ont acquis la confiance sur le fait qu'on aille vers 2%. C'est que ça reviendra à 2%. Et il nous a sorti exactement le même discours le 7 novembre pendant la FOMC. Quand on regarde les chiffres, vous prenez l'inflation américaine, vous savez que l'immobilier c'est 30%. Vous prenez l'inflation hors immobilier aux États-Unis, sur les 30 dernières années, l'inflation hors immobilier c'est 2,3% de façon annuelle sur les 30 dernières années. Aujourd'hui, ce même inflation hors immobilier, on est à moins de 1,3%. D'accord. 1,3%. 1,3%. Et que vous écoutez Powell, il vous dit, on sait que l'immobilier, ça va prendre du temps.
On sait que ça va dans la bonne direction. Donc en fait, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Je comprends. Et donc, ils sont convaincus qu'ils reviendront à 2%. voilà. Ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais ils ont la conviction et la confiance nécessaire sur cet objectif. C'est plutôt le 25 en effet en décembre, et on devrait poursuivre par la suite. Ouais. Pour accompagner Exactement. un retour à 2% qui pourrait être un peu plus long que prévu, mais que la Fed accompagnera malgré tout. Quand on regarde, au-delà des banques centrales, quand on regarde la performance des actifs européens là, sur l'ensemble de l'année par rapport aux actifs américains, ça va être une année de fracture peut-être historique, que ce soit en termes de performance, en termes d'écart de valorisation. Xavier, les marchés actions ont déjà anticipé l'idée que la BCE aurait besoin d'en faire au moins d'aller vite au taux neutre, peut-être même en dessous. C'est déjà intégré dans cette mauvaise année boursière, en tout cas en relatif par rapport aux actions américaines. Ça, c'est clair. Et puis, il y a un élément, j'en ai parlé, c'est que la dynamique de bénéfices par action aux États-Unis n'est évidemment pas la même qu'en Europe, on y reviendra. Mais un point, c'est que la Commission européenne vient de réviser ses perspectives de croissance, ou en tout cas pour 2024 et 2025. Donc, c'est plus 0,8% pour la zone euro en 2024, et il tape sur plus 1,3% en zone euro en 2025. Les États-Unis, l'estimation, c'est autour de 2% encore. Là, il y a quand même un sujet sur la capacité à la zone euro, compte tenu de l'état actuel économique, politique, plus l'inquiétude, ou en tout cas, on ne sait pas ce qui va se passer. L'incertitude avec Trump sur ce scénario d'1,3%. Si on a une dynamique de croissance qui faiblit, il y aura peut-être une intervention. C'est peut-être là où Christine Lagarde et la BCE devra accélérer, et il faudra espérer qu'il ne rate pas ce moment-là. Et ensuite, pour revenir sur la dynamique de croissance de bénéfices par action, donc on peut mettre en doute le scénario de croissance qui est donné pour la zone euro. Quand on regarde le consensus aujourd'hui, pour 2025 en Europe, le consensus attend une croissance des bénéfices de 9%. Aux États-Unis, c'est aux alentours de 13%, 15-13%. Mais 9%, alors vous me direz, c'est toujours pareil. On a des anticipations de résultats qui sont très élevées, puis au fur et à mesure des publications, on termine souvent à 0 à la fin de l'année. Mais il y a quand même un enjeu de dynamique, de sentiment qui est important. Et aujourd'hui, je vais dire qu'on a un environnement de marché qui s'est normalisé. L'inflation n'est plus là. On a une normalisation des taux. On est revenu sur des niveaux de taux qui sont la réalité. On n'est plus sur des taux négatifs, etc. Alors oui, c'est peut-être un petit peu haut sur certains. Mais quand même, on est dans un environnement qui est normalisé. Donc on peut espérer qu'en 2025, la croissance et la performance des marchés se fera justement par cette capacité de faire croître les bénéfices. Enfin, on va revenir un petit peu aux fondamentaux. Je vous rappelle qu'historiquement, 80% de la performance des marchés actions se fait avec la croissance des bénéfices par action. Alors, je suis désolé de parler de ça, mais c'est quand même à la fin de la journée, ça compte. Qui est très important. Ça compte. Et on voit qu'aux États-Unis, si toute cette dynamique se met en place, et on voit bien encore une fois que les marchés américains ont pris ce biais-là et que les investisseurs ont anticipé aussi tout ça. Et d'ailleurs, depuis 2 ans, les États-Unis finalement déroulent, et finalement les États-Unis arrivent à délivrer cette croissance qui est importante, et d'où les niveaux très importants de performance des marchés américains par rapport à finalement un environnement de marché qui est beaucoup plus difficile en Europe. Et 9%, vous dites, ça paraît déjà inatteignable. Je ne sais pas, il y a quand même des boîtes européennes qui vont profiter de leur exposition aux États-Unis. Il y a, les salaires réels progressent quand même. Il y a un stock d'épargne. Enfin, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais il y a toujours quand même, sous le pessimisme permanent qu'on peut avoir quand on regarde l'Europe, il y a quand même toujours ici et là des forces de rappel, des facteurs de soutien potentiels. Au moins conjoncturel. Alors ça va favoriser encore une fois la sélection de titres. C'est-à-dire qu'on va aller chercher justement les bons élèves là-dedans qui vont pouvoir sortir la tête de l'eau, ou en tout cas se faufiler à travers toutes ces incertitudes. C'est très clair, mais vu d'en haut, ça paraît compliqué vu les incertitudes qu'il y a. Enfin, on a parlé de l'Allemagne, il y a des incertitudes politiques qui sont évidemment réelles. Il y a une incertitude industrielle
qui est quand même très importante. On n'aura pas le temps de parler de la partie automobile en Allemagne, où il y a quand même des enjeux qui sont très importants. Tous les plans sociaux qu'on voit, fermeture d'usines qui font un petit peu la une en ce moment, notamment en France. Ford aujourd'hui annonce en Europe, par exemple. Voilà. C'est en termes de sentiment de marché, on voit bien d'ailleurs une certaine dégradation des perspectives économiques, en Allemagne notamment, où le zoo a vraiment décroché, c'est de 13 à 7,4. C'est les niveaux qu'on avait vus en 2008 ou en 2020. Donc c'est quand même très important la situation. Alors vous me direz, c'est aussi là, c'est en dehors du consensus qu'on fait les meilleures affaires et les meilleures performances, mais c'est là, encore une fois, où il va falloir se monter très sélectif, dans son allocation, être quand même dans une allocation globale, être quand même bien exposé sur la partie américaine, parce que mine de rien, ça va être le moteur important, encore une fois, de la croissance et du commerce mondial. Même avec des actions américaines dont la prime de risque est négative aujourd'hui, on peut mettre ce sujet de côté en tant qu'allocataire en se disant je peux pas rater l'éléphant dans la pièce. Il faut être diversifié, il ne va pas falloir se concentrer sur les 7 ou 8 valeurs qui ont mené les niveaux, notamment du Nasdaq, à leur niveau historique, mais être bien diversifié et sans doute d'aller jouer peut-être des petites et moyennes capitalisations américaines qui sont vraiment très en retard par rapport au large. Voilà, être assez sélectif dans son allocation, mais il faudra être investi aux États-Unis. Ouais. Comment on regarde un portefeuille aujourd'hui, multi-asset en l'occurrence, Nicolas, est-ce que Trump a cassé les corrélations? Alors on l'a vu sur une dizaine de séances d'une violence pour les taux, pour les actions, il y a deux mondes là, il y a un monde américain et le reste du monde. Ça, c'est un premier effet en première intention. Les choses peuvent se normaliser derrière, ou est-ce qu'il faut accepter l'idée que Trump a peut-être mis à mal un certain nombre de corrélations pour longtemps? En fait, on est plutôt en ligne avec Xavier. C'est dans les allocations actions, les risques à la croissance sont, on va dire, mitigés, plutôt baissiers en Europe, neutres à positif. Donc, d'un point de vue action ou résultat, on va plutôt être neutre globalement sur les actions. La seule chose, c'est dans la sélection des actions, on va forcément privilégier un petit peu les actions américaines. Ça, c'est sûr, parce que la divergence... en fait, il faut regarder ça en termes de risque. Sur les actions, le risque, en zone euro, c'est plutôt la baisse des actions. Aux US, c'est plutôt la hausse des actions. Le risque qu'on a envie de pricer. Même chose sur les taux. Sur les taux, on va plutôt pricer la hausse des taux aux US et la baisse des taux. Donc en fait, la divergence économique, là où elle ne se retrouvait pas beaucoup dans les marchés financiers ces dernières années, elle se retrouve depuis 2024 dans les marchés financiers. On voit bien que les taux américains se sont décorrélés des taux européens, les actions européennes et les actions... voilà. Mais on peut tirer encore un peu plus loin. On peut certainement tirer. On est déjà à plus de 200 points de base, revenu à plus de 200 points de base entre l'Allemagne et les États-Unis, là, sur du 10 ans. Tout à fait. Il faut avoir en tête qu'en 2018, on était à 250 ou 270 sur la différence entre le 10 ans allemand et 10 ans américain. Donc c'est très compliqué, c'est un peu moutonnier puisque les marchés ne font que ça. C'est ce qui a marché ces 10-15 ans. Mais il n'y a pas de signal de renversement, de mean reverting, de retour à la moyenne aujourd'hui? C'est simple, on va prendre le cas positif pour l'Europe. Le cas positif en début d'année, vu par la BCE, c'était... La deuxième partie de l'année va bien se passer parce qu'on va avoir une croissance des salaires réels qui va porter la croissance en deuxième année. Bon, ça c'était le scénario de la BCE et c'est le scénario de la plupart des économistes. Et en effet, c'est exactement ce qui se passe. Les salaires réels ont beaucoup augmenté. Plus de 3% de salaire réel, de croissance de salaire réel. Négociés qui sont plus hauts en glissement annuel. Et vous prenez les revenus réels des consommateurs européens, ils sont au plus haut. Le seul problème, c'est pas qu'ils n'ont pas de revenus, c'est qu'ils ne dépensent pas. Non. C'est que vous prenez l'épargne brute en zone euro, on est à 15,7% d'épargne brute. C'est le plus haut depuis la crise. Temporairement, pendant le Covid, on a épargné plus de nos revenus, mais là, ça fait 2 ans qu'on a une différence entre les sondages et ce que font les gens. C'est-à-dire que vous prenez les sondages de la Commission européenne sur la confiance du consommateur. En 2022, on était extrêmement bas. Et depuis 2 ans, on n'arrête pas de remonter. Pourtant, les consommateurs n'arrêtent pas d'épargner. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'incertitude politique, parce qu'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de perspective très forte en zone euro. Et ça se retrouve aussi certainement dans les perspectives des entreprises, des perspectives économiques globalement. Est-ce que c'est que ça, la question de l'épargne ? Parce qu'il y a aussi des revenus de l'épargne. Le rendement de l'épargne sans risque aujourd'hui est quand même
hyper intéressant. Et pour un agent économique rationnel comme un ménage, je veux dire, peut-être que si il a géré... Non, mais voilà, c'est ça. Exactement. Est-ce que c'est vraiment que les incertitudes, l'effet un peu d'équivalence ricardienne, etc., qui fait qu'on épargne? Ou est-ce que c'est simplement parce qu'on a un rendement attractif et que c'est un arbitrage assez classique, épargne-consommation, qui peut se renverser à ce compte-là, hein. Oui, tout à fait. Non, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose tous les jours parce que c'est ce qui... C'est la pierre angulaire du scénario 2025. C'est ça. Si ça se retourne. C'est ce qui peut faire bouger le scénario 2025. Si le consommateur du jour au lendemain a plus confiance, ça peut porter la croissance européenne de façon assez significative. Tout à fait. Donc sur le pourquoi, sur les différentes hypothèses qui sont en lice, il y a effectivement le taux réel. Donc l'épargne la valeur en réel de l'épargne accumulée a fortement baissé et compte tenu des taux réels aujourd'hui largement positifs, on a envie de refaire un peu de grain entre guillemets par rapport. Il y a eu une taxe inflationniste sur le stock d'épargne, c'est ça. Exactement. Et donc du coup là-dessus effectivement il y a compte tenu des taux réels aujourd'hui qui sont quand même hyper intéressants, on a envie de loquer, d'avoir du rendement là-dessus. Je pense qu'il y a quand même effectivement une incertitude économique, politique et qui a priori ne va aller que de plus en plus forte dans les quelques prochains mois. Ça paraît assez évident. Et après, il y a aussi toute l'histoire de ce cycle économique qui attend de repartir grâce à la baisse des taux. Et là, je pense notamment à l'immobilier, c'est-à-dire que au-delà de l'aspect pure construction, vous avez, il faut se le rappeler, une divergence très importante entre votre consommation en biens et votre consommation en services. Donc la consommation en biens, en gros, elle fait 0 depuis 3 ans. Donc post-Covid, parce qu'on ne pouvait consommer que ça, mais depuis, on n'a pas acheté, il ne s'est rien passé, et ça n'était que service. Et on peut se dire qu'effectivement, il peut y avoir une forme de rééquilibrage du panier de consommation moyen vers les biens, et notamment vers les biens qui sont liés à un achat immobilier, et qui lui-même pourrait faire suite à la baisse des taux. Donc là-dessus, on peut être effectivement confiant sur une normalisation de ce taux. Par contre, effectivement, de notre côté, on a construit un indicateur maison sur le suivi de ce taux d'épargne-là, et on se rend bien compte que quand vous regardez les sous-enquêtes de cette fameuse enquête de la Commission européenne qui sont pertinents, ça vous indique au troisième trimestre une remontée encore du taux d'épargne. D'accord. Et donc du coup, pas fini d'accumuler. Voilà, on n'est pas encore fini d'accumuler. Donc à moyen terme, on se dit qu'on est plutôt en tendance à aller s'ajuster et se normaliser en dessous vers les 13%, mais on restera effectivement largement au-dessus de ce qu'on avait avant, et en tout cas certainement pas dépenser les surplus d'épargne qu'on a accumulés pendant le Covid à ce moment-là. Est-ce que le 23 février 2025 peut être une date tournant, pivot normalement, c'est les élections allemandes. Le 22, oui, tout à fait. 22 ou 23, je crois. 22 février. Février 2025. En février. Bref, est-ce que ça peut être le moment pivot? Parce que les attentes, elles vont être là tout de suite, j'imagine. Alors, j'allais dire presque non en fait, parce que d'une part, d'un point de vue domestique, c'est pas encore complètement gagné que la CDU plus le SPD ait une majorité au Parlement. Il y aura peut-être besoin d'un troisième partenaire de coalition. Alors la bonne chose, c'est qu'ils ont commencé à discuter. On se rend bien compte qu'on a envie de changer cette règle sur la dette, mais voir effectivement quelles sont les forces en présence pour décider sur ce sur quoi on va et sous quelles conditions elles pourraient être effectivement revues. Je pense qu'effectivement le point, c'est de dire qu'on aura moins de restrictions budgétaires que ce qu'on en aurait eu, donc à la marge positif. Donc ça c'est pour le cas allemand, mais qui apparaît de plus en plus clairement structurellement englué plutôt que cycliquement avec une contrainte budgétaire. Donc là-dessus c'est plus dans le structurel et donc du coup 2025, je pense qu'il ne faut pas en attendre grand-chose. Et après sur les perspectives plus européennes, on a quand même malgré, si l'Allemagne devait avoir une position claire, un vacuum... un vide politique, comme vous disiez tout à l'heure. Qui est sur l'Espagne, la France, les Pays-Bas, ça ne marche pas très bien non plus. Et les nominations de commissaires européens, au moment où on se parle aujourd'hui, peuvent être remises en cause selon les élections, etc. Donc on se rend bien compte que, est-ce qu'on peut avoir un choc de confiance d'un point de vue politique économique, peut-être un peu en Allemagne, mais en tout cas, dans le reste de la zone euro, on se rend bien compte que c'est quand même compliqué d'en attendre quelque chose. Sauf, et on l'espère et on le croit, avec la BCE, avec nos prévisions effectivement d'une croissance plus faible que ce qu'a la Commission européenne. On a à peine 1% de croissance en zone euro l'année prochaine, et surtout une inflation qui vient sous la BCE. Et donc du coup, une nécessité de couper les taux. Le poids repose à nouveau largement sur les épaules de la Banque Centrale Européenne. Au-delà de ce sujet, il y a une autre institution qui porte beaucoup de poids sur ses épaules dès ce soir. Le poids des marchés, c'est Nvidia, Xavier. Alors il y a
il y a Nvidia et le reste du secteur des semi-conducteurs. J'ai regardé le SOX, donc l'indice sectoriel des semi-conducteurs américains, a marqué un pic le 10 juillet. Depuis le 10 juillet, il n'y a que Nvidia qui progresse au sein de ce secteur. Il n'y a plus que Nvidia qui tient le secteur des semi-conducteurs. Alors c'est d'ailleurs pour ça que la publication de ce soir est importante, mais ça rejoint ce que je disais sur la dynamique des bénéfices par action, parce que c'est ça ce qu'on va regarder, c'est la capacité à Nvidia, qu'aura Nvidia une fois de plus, de faire croître ses bénéfices par action et surtout les directions qu'elle va donner pour le trimestre à venir. Ça va être un élément important. Et vous l'avez dit, il y a au sein des semi-conducteurs, il y a les technologies de pointe, entre guillemets, qu'on va loger Nvidia. Il y a le mass market qui souffre de façon très importante. Vous avez parlé d'STM qui est en baisse de... Oui, on le remarquait avant l'émission, c'est moins 50% sur l'année, STM début de l'année. Et ça, c'est lié à toute une dynamique industrielle qui est à la peine. C'est l'automobile, c'est un certain nombre de sujets industriels. Et puis, ce dont on parle moins aussi, c'est la compétition chinoise qui arrive sur les semi-conducteurs, sur ces semi-conducteurs mass market, et qui commence à faire quand même beaucoup de mal. Donc, la conclusion de tout ça, c'est la sélectivité. Et ça, c'est très important, encore une fois, pour construire un portefeuille et une allocation. Il faut être sélectif, il faut essayer de trouver de la valeur ajoutée, il faut trouver des... Et il y a de la dispersion pour ça. Enfin, la dispersion des marchés permet justement cette sélectivité aujourd'hui. Des marchés où tout le monde, ça n'existe pas. Donc, il y a des divergences. Il faut, et c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une gestion active pour... se sortir un peu de ces trappes dans lesquelles on pourrait être et aller chercher toujours les marchés financiers, c'est quelque chose qui évolue en permanence, donc il faut s'adapter. Bon, le marché des options nous dit que c'est assez bouillonnant ce soir autour du price action, de la réaction de marché. Non, mais ce sera ou la plus forte création de valeur ou la plus forte destruction de valeur pour une entreprise et pour un marché ce soir après la publication de Nvidia. Parce que ces communications sont plus importantes que des réunions de politique monétaire. Vous regardez le marché des options avant la fête du 7 novembre, ça bougeait pratiquement pas. On a déjà fait Nvidia plus fort que Jérôme Powell. On verra. Est-ce qu'Nvidia sera plus fort que Trump? Maintenant, c'est ça la question. L'autre éléphant, c'est Trump. Donc maintenant, on verra si Jensen Huang peut tenir le marché avec Nvidia face à Donald Trump. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Xavier de Buren, OTA Capital, Nicolas Leprince, Edmond Rothschild, Asset Management, François Cabot, AXA IM. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Nous avons droit ce soir à un quart d'heure américain un peu décalé, il est vrai, dans le temps, puisque nous retrouvons non pas lundi, mais ce mercredi soir, Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain, en visioconférence avec nous. Bonsoir Pierre-Yves, merci beaucoup d'être avec nous. J'étais en train de regarder rapidement mon téléphone pour voir si je n'avais pas raté le nom du secrétaire du Trésor américain. Vous me confirmez qu'on ne l'a pas encore? Parce que j'allais dire, pour le reste, on a eu une liste assez rapide en provenance de Donald Trump. C'est la grande différence avec Donald Trump d'il y a 8 ans, c'est qu'il s'est quand même un petit peu préparé. Au plus exactement, il a chargé Howard Lutnick de préparer sa transition, mais ne s'en est occupé qu'après avoir été élu. Howard Lutnick, donc, ne sera pas secrétaire au Trésor. À ma connaissance, on ne sait pas qui sera secrétaire au Trésor. Il y a 3-4 noms qui circulent. Howard Lutnick, qui s'est fait un nouvel ami au cours des dernières semaines, Elon Musk qui a voulu l'aider en disant si Lutnick est secrétaire au Trésor, on va avoir de la disruption, ça va être radical. C'est peut-être pas exactement les adjectifs et les mots qu'il fallait employer pour rassurer les marchés. Le poste de secrétaire au Trésor est très important, ne serait-ce que parce qu'il contrôle tout de même un marché de 28 000 milliards de dollars de papier du Trésor américain. C'est pas là où Donald Trump, même Donald Trump, c'est pas là où il a envie de voir le plus de disruption, c'est ça, au Trésor américain, Pierre-Yves? Exactement. Moi, je suis très sensible à l'argument qui a été avancé par Jamie Dimon, le patron de JP Morgan Chase, et qui a été repris d'ailleurs par d'autres, je crois par un économiste ou un analyste de Barclays, qui dit « Attention, Donald Trump, il est beaucoup de choses,
mais à la fin du compte, c'est quelqu'un qui juge la performance de sa politique sur la manière dont bouge le Dow Jones. Mais oui. Et qu'on peut redouter des effets catastrophiques d'annonces de menaces ou de mise en œuvre de surtaxes et de droits de douane. Mais si Wall Street venait à faire plonger les grands indices boursiers, Donald Trump en tiendrait certainement compte. Et c'est le genre, à mon avis, d'argument qu'il a présent à l'esprit dans sa décision plus longue que d'autres de sélectionner soit Kevin Warsh, qui, à mon avis, serait un très très bon adulte dans la pièce, parce qu'il a été à la Réserve fédérale comme gouverneur de 2006 à 2011. Il a géré la liaison entre la Fed et Wall Street au moment de la grande crise économique et financière. Il sait comment fonctionne Washington, il sait comment fonctionnent les marchés, et il est MAGA compatible. Probablement aussi un effet positif de réaction des marchés si Donald Trump venait à sélectionner le patron de Apollo, Mark Rowan, encore là, quelqu'un qui contribue depuis des années aux campagnes de Donald Trump. Et puis, il y a Scott Bessent, un ancien collaborateur de George Soros, mais qui ne partage pas du tout ses opinions politiques, et qui s'est illustré dans un fonds spéculatif qui jouait sur les grandes tendances macroéconomiques et qui pourrait faire beaucoup de choses dans cette administration pour être à nouveau cet adulte dans la pièce susceptible de brider les poussées lyriques protectionnistes que pourrait avoir soit Donald Trump, soit Howard Lutnick, qui maintenant va diriger un poste de secrétaire au Trésor qui est étendu. Alors ça, c'est nouveau. Secrétaire au commerce. Il nous a été annoncé hier que le secrétaire au Trésor va aussi contrôler USTR, qui est la toute petite agence de négociation des traités commerciaux et qui jusqu'à présent était très indépendante. C'était une bonne chose à mon avis, plutôt que de la faire passer sous l'ombrelle du département du commerce, qui la rendra moins agile. Qu'est-ce qu'on peut dire du reste des nominations? Alors, je comprends l'importance accordée au Trésor américain et j'en sais gré à Donald Trump. Je vais même un peu plus loin que Jamie Dimon. Je pense, contrairement à 2016, où on parlait très peu des taux à l'époque, la question des marchés obligataires n'était pas un sujet. Je pense que c'est pas juste le Dow Jones. Je pense que là, c'est même le 60-40 traditionnel américain qui va devenir la mesure clé de performance de Donald Trump. C'est-à-dire que pour que le Dow Jones aille bien, il faut quand même s'assurer que les taux ne s'enflamme pas trop. Donc il y a quand même les deux parties qui vont être importantes à piloter. Quand vous regardez le reste des nominations, qu'est-ce qu'il faut comprendre de la logique qui a guidé ces choix, justement, Pierre-Yves? Je crois que je n'exagérerai pas trop en disant que c'est un petit peu le casting d'une émission de télé-réalité. Donald Trump a été traumatisé par ce qu'il considère être des trahisons commises par des gens qu'il ne connaissait pas bien, mais qu'on lui avait conseillé de sélectionner pour son cabinet il y a 8 ans, et avec lesquels il s'est disputé et qui, au comble de la lèse-majesté, ont écrit des livres en racontant des tas de choses horribles sur son style de management. Donc maintenant, il privilégie quoi? L'extrême loyauté, la capacité à avoir l'air intelligent à la télévision et sur Fox News, et en troisième lieu, une grande expérience dans le domaine dans lequel ils sont sélectionnés. Je ne vois pas comment le Sénat, même républicain avec 53 sièges, pourra confirmer la sélection de Matt Gaetz au poste de Attorney General, c'est-à-dire de secrétaire à la justice. Matt Gaetz est quelqu'un qui a littéralement dynamité la faible majorité républicaine à la Chambre des représentants il y a quelques mois, qui pour des raisons personnelles de vengeance a fait sauter le speaker de la Chambre, Kevin McCarthy, et c'est quelque chose qui n'est pas bien passé dans l'esprit de nombreux républicains, même chez les MAGA. J'ai remarqué d'ailleurs que le leader des Républicains choisi par le Parti républicain pour diriger le groupe au Sénat, majoritaire, John Thune, n'a pas l'air d'être un Trumpiste MAGA forever de la première heure non plus. C'est un homme prudent qui, paradoxalement, est arrivé à ce poste à cause de ce coup de force
de Matt Gaetz. C'est un gentil garçon, on va dire. En tout cas, c'est l'image qu'il projette. D'accord. Il est très propre sur lui, il parle gentiment, il ne dit pas du mal des autres, il est très prudent. Et il a réussi à séduire Donald Trump, qu'il a chaudement recommandé. Mais c'est un chrétien fondamentaliste de Louisiane qui se retrouve beaucoup dans les thèmes anti-woke. D'accord. C'est quelque chose qui peut-être n'a pas été bien pris en considération en Europe. Son choix, par exemple, de secrétaire à la Défense est en grande partie lié aux prises de position de M. Segrett sur Fox News contre l'intégration des femmes à tous les niveaux et la chirurgie transgenre remboursée par les hôpitaux de vétérans et tout ça. Ce sont des thèmes qui choquent beaucoup Donald Trump, qui a une relation avec les institutions militaires un peu curieuse, mais qui, malheureusement, ne devrait pas occuper beaucoup de temps dans la gestion de cette énorme administration qu'est le Pentagone, avec un budget de quelques 900 milliards de dollars. Alors, à propos de budget et de mammouth, effectivement, qu'est-ce que vient faire Elon Musk dans l'affaire ? Enfin, j'ai compris l'idée, évidemment, Pierre-Yves, mais enfin, quel rôle concrètement est-ce qu'il va avoir dans cette administration Trump ? Et avec le hammer de Doge, comme il dit, est-ce qu'il est en capacité d'aller chercher 2 trillions de dollars d'économies dans les plus de 6 trillions de dépenses fédérales annuelles ? Et où est-ce qu'il va taper ? Ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Il n'aura pas le pouvoir de forcer des économies. Alors, à mon avis, pour plusieurs raisons. D'abord parce que, ne l'oublions pas, Donald Trump n'a pas fait campagne, sauf peut-être dans les tout derniers jours, sur ces termes libertariens, de réduction massive des dépenses publiques. Déréglementation, oui. Réduction des dépenses publiques et éviter le gaspillage, oui. Mais trouver 2 000 milliards d'économies dans un total de dépenses annuelles de 6 800, c'est beaucoup plus que faire des économies. C'est vraiment tailler à la hache. Deuxièmement, Elon Musk n'a aucune expérience de la politique à Washington. Il ne sera pas membre du gouvernement et il n'aura aucun pouvoir propre. Il n'aura que le pouvoir de faire des recommandations, mais il appartiendra au Congrès de décider si oui ou non on alloue tel montant de crédit à telle agence ou si on doit fusionner telle agence chargée de la concurrence comme la FTC avec le département de la justice par exemple. Tout ça relèvera du Congrès, sauf si l'on va vers un clash constitutionnel et une remise en cause de cette très importante loi de 1974, the Impoundment Control Act, votée dans la foulée du Watergate pour contrecarrer les tentatives de Richard Nixon de s'accaparer des pouvoirs exécutifs que le Congrès ne voulait pas lui donner. De quoi s'agit-il ? Cette loi, depuis 1974, interdit au président américain de ne pas dépenser des crédits qui ont été votés par le Congrès. Le Congrès vote et le président, même s'il juge qu'il y a trop de crédits qui ont été votés, doit absolument faire en sorte que les dépenses soient menées à bien. Donald Trump conteste, et dans son entourage, conteste cette exigence de la loi, et il est possible que l'on aille un jour devant la Cour suprême pour décider si cette loi est constitutionnelle ou non. Le véritable moyen de faire des économies serait de doter le président de ce pouvoir propre. Bon, on suivra évidemment tout ça en votre compagnie. Pierre-Yves, je le rappelle, on vous retrouve le lundi en général. Ce jour, cette semaine était un peu exceptionnelle de ce point de vue-là, mais le quart d'heure américain, c'est chaque lundi à 17h45 en direct dans Smart Bourse sur Bismart for Change et en replay, bien sûr, sur bismart.fr chaque semaine. Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain, qui était avec nous pour conclure cette émission de ce jour.